Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite honorer notre Grand Prix 2021 de l'Académie de Saintonge. C'est Bernard Mounier qui va vous présenter le rapport et notre Grand Prix 2021 et Madame Marine Diaye pour son monologue Royan, la professeure de français. La parole est à Bernard. Marine Diaye est une femme de lettres française ayant remporté le prix Femina en 2001 pour Rosicap, le prix Goncourt en 2009 pour Trois femmes puissantes et le prix Marguerite Yourcenar en 2020 pour l'ensemble de son œuvre. Son ouvrage « Royan, la professeure de français » est un monologue écrit pour Nicole Garcia, laquelle l'a créé au dernier festival d'Avignon, mise en scène par son fils Frédéric Bélier-Garcia. C'est l'histoire tragique de Gabrielle, une professeure revenant chez elle après avoir donné ses cours. Elle sait que l'attendent devant sa porte le père et la mère de l'une de ses élèves, laquelle s'est suicidée en se jetant d'une fenêtre du lycée. Elle reste muette devant la douleur des parents, alors que tournent dans sa tête les évidences cruelles de sa propre éventuelle culpabilité en cette affaire. Les remuantes pensées de la professeure ne sont comptées au présent, en une langue simple et châtiée à la fois, comme pour nous faire réfléchir sur notre part de responsabilité en semblables circonstances. Le lecteur se voit dans la peau de Gabrielle et il s'entend dire « Ah, je crois que sans le savoir, j'ai fait un malheur sur la terre. » Et il s'entend dire et également répéter les propos de Gabrielle qui marche, avenue de la Falaise, de la Grand-Plage, de la Grand-Conge, des Goélands, des Tamaris, du Val-Joyeux. Elle dit « Moi, je suis innocente à Royan. Je suis innocente à Royan, partout et pour toujours. » Marine Diaye dit « J'aime travailler dans l'ambivalence parce qu'il me semble qu'elle nous fait réfléchir davantage. » Alors, je dois dire que l'Académie n'a pas eu beaucoup à réfléchir avant de décerner son grand prix à Marine Diaye pour ce texte dramatique exceptionnel et en hommage à l'ensemble de son œuvre. Royan sera joué les 19 et 20 octobre prochains par Nicole Garcia à La Rochelle, Maison de la Culture de La Rochelle, dont j'ai le souvenir d'avoir été le directeur il y a 38 années. Nous allons regarder quelques minutes de la prestation de Nicole Garcia dans Royan. Je sais que vous êtes là. Avant même de distinguer vos deux silhouettes, ramassées dans la pénombre. Vous êtes là à m'attendre. Certain que je rentrerai et ne pourrai cette fois vous échapper. Je porte le deuil de personne. Et jamais, jamais je n'ai fait de mal à qui que ce soit. Ce n'est pas des éclaircissements que vous souhaitez obtenir, mais des aveux de culpabilité dont vous ferez un usage dégradant. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Est-il toujours dans le malheur incoupable? Ah, mais béni sois-tu, Daniela, entre toutes. Je ne pense à toi qu'avec tendresse, qu'avec pitié. Marine Diaye, Grand Prix 2021 de l'Académie de Saintonge. Merci. Tout d'abord, un grand merci sincère et chaleureux à tous les membres de cette belle académie. Recevoir un prix, c'est toujours un plaisir, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui nous engage, il me semble, comme un défi qu'on s'impose à soi-même
car il s'agit en effet d'être à la hauteur de la confiance qui nous est faite quand on se retrouve honoré de cette façon. Je tâcherai donc à l'avenir de ne pas démériter. Merci. Le Grand Prix 2021 de l'Académie de Saint-Onge, Madame Marie Viard. Nous sommes très honorés de recevoir un Royan, pour une pièce qui s'appelle Royan, un monologue. Le prix de l'île d'Oléron, qui est un nouveau prix cette année, dont l'Académie est très heureuse de fêter la première édition. Le prix de l'île d'Oléron est attribué à Philippe et Gérard Chagnot pour les cinémas d'arts et d'essais et les cahiers d'Oléron. Et c'est Philippe Ravon qui est le rapporteur. Oh là là, oh là 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 là. Bon, lorsqu'il a été question de ce nouveau prix de l'île d'Oléron, nous avons été plusieurs à évoquer le nom de Philippe et Gérard Chagnot. Leur parcours est emblématique de ce que l'Académie souhaite mettre en valeur, une histoire de rencontre, de passion intimement liée à un territoire et à un travail de groupe au sein d'une association. Le local, lien oléronais pour la culture, l'animation et les loisirs. Le siège de l'association est le cinéma Eldorado à Saint-Pierre, devenu au fil du temps le lieu culturel de l'île d'Oléron. Le cinéphile Philippe Chagnot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est représenté par son frère Gérard, a participé il y a près de 40 ans à la renaissance associative du cinéma, qui offre aujourd'hui 3 salles classées arts et essais, avec un public annuel de près de 100 000 spectateurs. Des rencontres avec les réalisateurs, des expositions y sont régulièrement organisées, et depuis plus de 10 ans, le cinéma L'Estran à Marennes fait l'objet d'une gestion commune. Gérard Chagnot, qui est à mes côtés, passionné d'histoire, se consacre quant à lui aux éditions du local. Ses publications, avec notamment les cahiers d'Oléron, constituent une véritable mémoire de l'île d'Oléron. Auteur d'une étude unique sur le Fort Boyard, qui en fait un des meilleurs spécialistes du lieu, il a aussi établi une bibliographie sur l'île d'Oléron qui recense les ouvrages, mémoires, thèses et articles. L'ensemble de ces sources précieuses est à la disposition du public au sein des bureaux de l'association. Le local fêtera bientôt ses 40 ans et les frères Chagnot souhaitaient que soit associé à ce prix de l'île d'Oléron, salariés et bénévoles de l'association, représentés par leur président Robert Veillereau. Merci au membre de l'Académie qui ont soutenu la candidature qu'il avait proposée. Je vais vous dire que c'est le local, bon, ça se situe dans la durée. On est un point d'appui culturel sur l'île, mais aussi le local c'est être ouvert à l'extérieur. Et à l'image de ça, je voudrais citer 2 choses. D'une part, une dernière plaquette que j'ai établie, c'est rigolo parce que ça s'appelle Une enfance syrienne. C'est un récit fait par un garçon de 15 ans qui a émigré de Syrie vers la France et qui a été accueilli il y a déjà 3 ans maintenant sur l'île d'Oléron. Et il raconte le périple qu'il a subi. C'est une petite histoire assez touchante qui est vendue au profit d'un comité d'accueil qui a accueilli au total 7 familles syriennes sur l'île d'Oléron. À l'heure où on parle beaucoup de l'accueil des immigrants, c'est une enquête qui est tout à fait d'actualité. Et autre point, le local accueille, sa section cinéma, accueille depuis 12 ans maintenant un festival Vision d'Afrique, tous les ans au mois d'octobre, ça a lieu dans quelques jours, vers le 24. Ce festival avait été refusé par une préfecture de la région et le local on l'a récupéré puisque la préfecture en question, c'est pas la Rochelle, l'avait refusé. Et depuis 14 ans, c'est un grand, 12 ans, excusez-moi, c'est un grand moment d'accueil des cultures africaines. Donc c'est l'île d'Oléron, ça nous intéresse, mais derrière il y a aussi l'ouverture sur l'extérieur qui fait aussi partie de
nos préoccupations et qui permet l'Eurolocal de rayonner à longueur d'année, pas seulement pendant les saisons estivales, sur l'ensemble des cinéphiles léonais. Voilà, je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, le prix de la mer est attribué à Éric Chaumillon, professeur de géologie, pour ses travaux sur le littoral et la montée de l'océan. Et c'est Jean-François Girard qui nous présente ses travaux. Merci. Vous en conviendrez, la Saintonge a confié la plus grande partie de ses estuaires, de ses côtes et de ses îles à sa province sœur, l'ONIS. C'est l'ONIS qui en assure l'observation et la surveillance grâce au laboratoire LIEN de l'Université de La Rochelle, qui est un laboratoire associé au CNRS et un laboratoire dont les mots-clés sont littoral, environnement et société, et qui réunit près de 170 chercheurs, doctorants et techniciens. C'est dans ce laboratoire que le professeur Éric Chaumillon, il y a bientôt 25 ans, a jeté son encre pour y mener ses travaux. L'encre, ça s'écrit A-N-C-R-E. Bien que né à Poitiers, il est passionné par la mer et les voyages maritimes dès son plus jeune âge et commence la voile à 11 ans. Pourtant, son parcours n'a pas été que voileux. Il est une suite d'étapes brillantes marquées par l'agrégation, un doctorat, une habilitation à diriger les recherches qui le conduisent à être déjà professeur de classe exceptionnelle presque au dernier échelon. Ces recherches ont porté, alors bien sûr, les mots scientifiques donnent toujours l'impression d'être très complexes et immémorisables. Regardez plutôt. Ces recherches ont porté sur la sédimentologie, la géomorphologie et la stratigraphie des environnements sédimentaux littoraux. La dynamique des littoraux et l'archivage sédimentaire des changements environnementaux avec les variations du niveau marin, les changements climatiques, les tempêtes. On est quand même bien placé pour être passionné par ce type de recherche. Les tsunamis et les activités humaines sont au centre de ces intérêts. Plus de 200 publications internationales témoignent de ces recherches, mais le professeur Chaumillon est un enseignant-chercheur complet. D'une part, il assume de nombreuses responsabilités dans les structures de la recherche française, et d'autre part, en mettant son expertise au service de multiples cercles, comme en témoigne d'un côté le rapport remis au président Macron à l'occasion du G7 à Biarritz en 2019, ou encore, plus près de nous, sa participation au conseil scientifique du parc naturel régional du Marais Poitevin. Enfin, et peut-être surtout, le professeur Chaumillon nous invite à partager son domaine de connaissance et le fruit de ses recherches. Il fait partie de ces chercheurs qui pensent que la connaissance appartient à tout le monde. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Il écrit des livres, il a donné une 50aine de conférences au public, et plus récemment, il a fait des shows scientifiques, dont l'un avec un titre qui vous interpellera. Hey, la mer monte. Vous voyez, l'humour le dispute à la science. Jugez-en vous-même dès maintenant.
d'avoir ce prix. Puis au-delà de la satisfaction personnelle, je pense que ça pointe du doigt toutes les problématiques de changement climatique auxquelles on doit faire face, et en particulier aussi ces littoraux charentais qui sont particulièrement vulnérables et qui sont des véritables sentinelles du changement climatique, puisque, comme vous le savez, beaucoup de ces territoires sont déjà sous le niveau de la mer, et que pour les défendre, ça pose un certain nombre de problèmes. Et c'est effectivement ces choses-là, ces problèmes-là que je questionne dans ces ouvrages grand public, dans ces conférences, puisque évidemment ce littoral, il appartient à tout le monde, même si dans certains secteurs c'est quand même privatisé. Et donc je pense qu'il faut que tous on soit capable de prendre des décisions éclairées, et le sujet est assez complexe, donc c'est pour ça que je me suis engagé là-dedans, effectivement. Et donc je suis très content que ça vous touche, voilà. Et que, pour reprendre vos mots, que ça contribue à la transmission du savoir, puisqu'effectivement, pour moi, un problème majeur dans nos sociétés, c'est le clivage entre les sachants et les non-sachants. Et je crois qu'on voit ça aussi dans les tendances politiques, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut absolument que cette connaissance la diffuse et que tout le monde puisse la manipuler, et surtout avoir des faits scientifiques au-delà des croyances. Je vous remercie beaucoup. Et la Fémélusine n'y est pour rien, M. Chaumillon, la Fémélusine n'y est pour rien alors. Non, mais ça m'a touché aussi parce que, étant né à Poitiers, j'en ai entendu parler pas mal. Voilà. Mesdames et messieurs, le prix, nous allons maintenant décerner le prix Madeleine Labruyère à Fabien Clove pour ses romans historiques et maritimes. Et pendant que Fabien Clove nous rejoint sur scène, je vous propose d'entrer dans l'atmosphère de ces romans. Vous avez l'idée générale, mais je vais demander à Fabien Clove de nous rejoindre et je vais vous poser une question pour commencer. Connaissez-vous Gilles Belmonte, officier de marine sous la Révolution, le Directoire, le Consulat et l'Empire? Grandi à bord des navires de la Marine royale, il prend son premier commandement à Rochefort sur la frégate Liberté et nous entraîne dans plusieurs volumes d'aventures maritimes où les fervents lecteurs du formidable mais très anglais capitaine Hornblower lui trouveront enfin un adversaire français à la hauteur. Car le capitaine Belmonte est un personnage de roman né de l'imagination de Fabien Clove, marin lui-même, qui a couru plusieurs courses en solitaire et fait le tour des océans à la voile avant de poser l'ancre, lui aussi, à La Rochelle. C'est son expérience de la mer qui donne leur exceptionnelle saveur, leur densité à ses récits. Les manœuvres du 3-mâts, le travail des centaines de marins et de soldats, les exercices quotidiens pour être plus rapide sur l'eau et au combat, les gabiers dans la mâture, les affrontements meurtriers avec la flotte anglaise, les tempêtes et les risques de la mer, tout est décrit avec la précision du connaisseur. Les navigateurs, parmi vous, auront l'impression d'arpenter le pont de la frégate et de partager chaque moment de navigation et de lutte contre les éléments. Les marins d'eau douce, ceux qui ont aimé le film Master and Commander, seront emportés par le talent du narrateur et frémiront devant les dangers encourus par le vaillant capitaine Belmonte et le mélange de compétences, d'astuces et de charisme qui lui permettent à chaque fois de tirer son épingle du jeu. 5 titres sont parus aux éditions Paulsen, Pour les 3 couleurs, Le Trésor des Américains,
Le pirate de l'Indien, Capitaine de Bonaparte, tous désormais en collection de poche. Et puis le tout dernier, Trafalgar, la sanglante, qui a été publié cette année. Alors si vous ne connaissez pas encore Gilles Belmont, eh bien je vous envie parce que vous allez au-devant d'une lecture palpitante. Mesdames et messieurs, Fabien Clos. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Académie de Marine pour ce prix, pour l'Académie de Saintonge, pardon, pour ce prix chatoyant. On évoquait tout à l'heure, vous ouvriez le bal en évoquant le panache. Cette bataille de Trafalgar, dans notre inconscient populaire, c'est une désastre, une déroute. En vérité, pas que, c'est aussi un morceau de bravoure de la marine française. J'ai en tête le capitaine Louis-Antoine Cyprien Fernet qui, à bord de l'Intrépide, se retrouve confronté à 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et enfin 6 vaisseaux de ligne anglais. Son pont est dévasté, les communications entre le pont batterie et la dunette sont rendues impossibles, les escaliers sont mis à mal, les dunettes sont complètement enfoncées elles aussi. Le navire n'a plus aucun de ses 3 mâts, c'est véritablement un ponton flottant qui continue à faire feu contre un ennemi qui lui est 6 fois supérieur. Un capitaine de vaisseau anglais appartenant à l'escadre de Lord Collingwood arrive pour lui asséner le coup de grâce. Et le capitaine Graham, effrayé, horrifié de cette vision qui lui est offerte, s'empare de son porte-voix et supplie son homologue français de baisser pavillon et de lui remettre son navire. Réponse de Louis-Antoine Cyprien Fernet, qui à son tour s'empare de son porte-voix. Et pourquoi voulez-vous que je vous le donne? Je viens juste de le reprendre. Je dédie donc ce prix au panache de l'Académie de Saintonge et au panache de nos aïeuls. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le prix de la ville de Rochefort maintenant. Le prix de la ville de Rochefort est attribué à Nathalie Rodriguez et Michel Bon pour l'imprimerie à l'ancienne des Petites Allées qui se trouve bien entendu à Rochefort. Et c'est Alain Kélavi-Léger qui vous le présente. Bonjour. Ce prix de la ville de Rochefort est d'ailleurs remis en présence de l'adjointe à la culture de l'art, que nous remercions. Non loin de l'ancien atelier de reliure Mériot, père et fils, Henri et Camille, la vitrine d'un imprimeur donne depuis 2008 sur la rue Audry de Puyraveau, au numéro 19. L'imprimeur a pour raison sociale l'ancien nom de... Oui, je ne suis pas grand. A pour raison sociale l'ancien nom de la terre qui se trouve à l'arrière, qui est pavée, un peu comme oublié du temps, et qui s'appelle les Petites Allées. Aujourd'hui, c'est la rue de l'amiral Courbet. On retrouve la marine. Dans une bâtisse édifiée il y a plusieurs siècles et qu'occupa déjà une imprimerie au début du XIXe siècle, Nathalie Rodriguez et Michel Bon ont fondé la maison éditoriale artisanale de littérature et de typographie, ils sont aussi éditeurs, qui perpétue avec patience et compétence la tradition du travail bien fait et des gestes méticuleux. Typographie à l'ancienne, gravure, beau papier, mise en page soignée. Et leur premier étage est le royaume, on va le voir, des caractères mobiles en plomb et des vignettes en cuivre. Patrimoine des outils, des presses et des Hilbert des années 60 dont ils sont fiers. Patrimoine littéraire, Loti, Proust, Rimbaud, mais aussi les sons d'autres voyageurs, des auteurs contemporains. Je pense à Claude Margat, que l'Académie avait distingué. Nathalie Rodriguez et Michel Bon n'en sont pas moins soucieux d'innovation, ouverts à la photographie et même partenaires du Salon du livre océanien de Rochefort. Mais sans aucun doute, une partie de leur succès est due à leurs petits livres très jolis, apostés. Ils sont faits pour porter haut la lévitation des mots. En quelque sorte, les petites allées, les petits livres, c'est cela, tout petit. En quelque sorte, les petites allées pourraient s'appeler aussi les pépites ailées. Merci. Un coup d'esprit, madame.
d'abord, merci beaucoup de cette distinction. Nous sommes très honorés et très fiers de pouvoir contribuer à faire revivre, continuer à vivre cette imprimerie qui a tant d'années derrière elle et qui, nous l'espérons, en aura encore beaucoup d'autres. Et en particulier par effectivement ce travail d'édition qui nous permet de faire voyager des textes et de l'outil et d'auteurs contemporains. Un texte en particulier de Claude Margard, pour lequel nous sommes très émus d'être aussi les successeurs ici. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, puisqu'on parle d'imprimerie, eh bien, le prix suivant, le prix de la Haute-Saintonge, est attribué à Philippe de Blaise pour son livre « Moi, Nicolas Janson, libraire à Venise en 1470 ». C'est Alain Brastat qui a rédigé le rapport que vous trouverez dans la revue de l'Académie. Alain, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui et qui m'a demandé de le représenter. J'appelle donc Philippe de Blaise à me rejoindre sur la scène pour ce prix de la Haute-Saintonge. Alors, cette histoire de Nicolas Janson, le premier imprimeur français, avait tout pour me plaire à moi. Ce typographe voyageur installé à Venise y a croisé en effet sûrement un certain Val d'Arfer, qui fut le héros de mon lointain mémoire de maîtrise sur les premiers imprimeurs milanais que j'ai fait sous la direction du grand historien Jean Favier, qui a été lui-même membre aussi de l'Académie de Saintonge il y a quelques années. Alors j'avais découvert, à travers les contrats et privilèges de l'époque, l'existence de ces inventeurs, un peu savants, un peu hommes d'affaires et un peu chenapans parfois. C'était des personnages de romans. Et bien aujourd'hui, ce roman existe et il est passionnant. À peine plus jeune que Jeanne d'Arc, Nicolas Janson est un jeune graveur talentueux que le roi Charles VII envoie à Mayence afin d'y percer le secret d'une technologie de pointe, dirait-on aujourd'hui, inventée par un nommé Gutenberg. Et il va s'initier au maniement des caractères mobiles qui permettent de composer et d'imprimer des livres. En 1470, on le retrouve à Venise, typographe de renom. Pendant 10 ans, il publie avec succès de nombreux ouvrages. Et surtout, il perfectionne une découverte, celle de Gutenberg bien sûr, mais lui, il va inventer un caractère plus lisible et, c'est important, qui consomme moins d'encre, ce qui permet de faire des économies. Vous le connaissez, ce caractère, c'est le caractère romain, rebaptisé Times New Roman par les Anglais et qui est toujours la star de nos ordinateurs aujourd'hui. Voilà, né à Saintes et vivant à Gémozac, Philippe de Blaise est expert en livres anciens. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question. Il a déjà été primé par l'Académie de Saintonge. Nous sommes très heureux aujourd'hui de lui donner ce prix pour Moi, Nicolas Janson, libraire à Venise en 1470. Philippe de Blaise. C'est évidemment pour moi un honneur de faire partie de ce palmarès. Et je suis surtout touché de profiter de ce moment pour mettre en lumière ce brave Nicolas Janson, qui est un génie, mais un grand génie, totalement méconnu en France, qui est adulé par les intellectuels du livre, les incunabulistes américains, les Anglais, les Allemands. Je pense notamment à Paul Needham, à Lotte Hellinga et bien d'autres. Martin Lowry, qui a écrit une biographie sur lui et qui est totalement inconnu en France, alors que plus on avance dans la recherche historique sur cet homme-là, et plus on s'aperçoit qu'il a eu une influence considérable sur la création des caractères dits modernes. On peut prétendre, à juste titre, que Gutenberg a inventé l'imprimerie par caractère mobile, puisque l'imprimerie existait avant, mais par caractère mobile. Mais on peut dire que Nicolas Janson a inventé, et le mot n'est pas trop fort, a inventé le livre moderne. C'est lui, comme l'a très bien dit Madame Montel, qui a inventé le caractère romain qu'on utilise dans tous les livres que l'on lit et qu'on a en priorité à travers le Times New Roman. Mais c'est lui aussi qui invente ce qu'on appelle le gris typographique, c'est-à-dire qui fait tout pour que
pour oublier le caractère rebutant des caractères gothiques de l'Allemagne, on arrive à une lecture plus italienne, plus du sud, qui donne envie. Et pour cela, il invente plusieurs techniques, notamment les interlignes. Il invente la page de titre qui arrive doucement. Il arrive les en-têtes de page. Il invente les en-têtes de page, qu'on appelle les titres courants, etc., etc. Donc, je suis très heureux, grâce à l'Académie de Saintonge, de pouvoir rendre hommage et de sortir de l'oubli ce brave Nicolas Janson, qui mérite vraiment d'être mieux connu en France. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le prix Jacques et Marie-Jeanne Badois récompense cette année l'association cultuelle de l'Église protestante unie de Barbezieux pour la restauration et la mise en valeur de la chapelle templière de Cressac. Et c'est Christine de Pontchalon qui vous présente ses travaux. C'était une tâche très lourde que l'association cultuelle de l'Église protestante unie de Barbezieux entreprenait il y a 20 ans. Sauver les peintures murales de la chapelle templière de Cressac en Charente. Le consistoire en devient propriétaire en 1902, à l'issue d'une souscription publique. Puis la chapelle est classée en 1914. Le plus dur reste à faire. Restaurer le bâtiment pour l'ouvrir au culte et aux visiteurs. Bien que les lieux aient subi de nombreuses vicissitudes depuis le XIIe siècle, on peut cependant imaginer ce qu'ils furent. La plus extraordinaire des peintures ornant l'intérieur raconte, dans un graphisme réaliste et poétique à la fois, un épisode de la Deuxième Croisade. La prise en 1163 de la ville de Laboquet, près du Crac des Chevaliers, en Terre Sainte, aujourd'hui. Le Crac des Chevaliers et cette zone est en Syrie, avec les vicissitudes contemporaines que l'on connaît. Siège emporté sur les occupants sarrasins par Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême. Cette fresque, ces peintures murales, apportent aussi de nombreuses informations sur l'architecture de l'époque, les vêtements, les armes des croisés chrétiens et de leurs adversaires musulmans. Après une première intervention au début des années 1950, le Conseil presbytéral travaille en 2010 à un projet de rénovation et à la réunion des financements nécessaires. Grâce à la persévérance et à la compétence du Conseil, l'opération a été menée à bien et le résultat de la restauration est admirable. Aujourd'hui, la présidente de l'association cultuelle est Madame Mireille Gaillard. Nous allons voir maintenant quelques images des lieux. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je suis ici pour représenter l'association cultuelle de l'Église protestante unie de Barbezieux, qui est propriétaire de la chapelle des Templiers de Cressac depuis 1923. Cette chapelle remarquable pour ses fresques de la fin du XIIe, illustrant un épisode guerrier des croisades, a fait l'objet d'importants travaux de restauration qui ont débuté en 2013. Au nom de l'association, je tiens à remercier les membres de l'Académie de Saintonge qui nous ont décerné ce prix, et particulièrement Francette Joanne pour son soutien. Je saisis l'occasion pour revenir sur son rôle et son engagement au sein de la communauté protestante.
Francette possède également une très grande connaissance de l'histoire et du patrimoine de notre région. Une belle région à laquelle nous sommes tous très attachés, raison pour laquelle nous devons continuer à œuvrer pour la protéger et la conserver. Les travaux de restauration de la chapelle de Cressac ont été entrepris sous la présidence active de Daniel Monteau. La sollicitation des partenaires et les plans de financement ont été élaborés par Jean-Michel Borde, qui m'accompagne aujourd'hui, et c'est Jacques Meignier qui a assumé le suivi des travaux avec tous les partenaires engagés. Qu'ils en soient tous les trois chaleureusement remerciés. Cette chapelle est avant tout pour nous un lieu culturel, où sont également organisées des soirées estivales ouvertes à tous dans le cadre des Mardis de Cressac, où différents intervenants proposent des conférences, des concerts, des animations et des randonnées. Cela permet à la communauté protestante de Barbezieux, peu visible de l'extérieur, d'être mieux connue du grand public. Cette chapelle, aux aspects architecturaux sobres, très adaptés d'ailleurs à l'éthique protestante, est le souci d'une région et d'une communauté qui honore ainsi la mémoire du pasteur Duproy, qui a su le premier connaître la valeur de ce joyau roman. Et nous savons aussi que le pasteur Duproy a acheté cet édifice en 1902 et que c'était à cette époque une étable. C'est un lieu très visité qui a un rayonnement national et même international. Et si vous passez par les coteaux du Blanzaquet, nous vous invitons à faire un détour par ce remarquable temple et y découvrir ces fresques uniques. Et vous y serez les bienvenus. Des visites y sont organisées par le biais de l'Office du tourisme de Blanzac et le comité de sauvegarde du patrimoine blanzacais, où des bénévoles s'activent chaque saison, et en particulier Madame Evelyne Vinsonneau et Madame Odette Tarda. Mesdames et messieurs, le prix de l'agglomération Royan-Atlantique est attribué cette année, le prix 2021 de l'agglomération de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique est attribué à Madame Monette Foucault pour ses ouvrages sur le patois, et c'est Jacqueline Fortin qui va vous en parler. Raymond Foucault, dit Mounette, est connu sous plusieurs noms. La Mounette à Montmont, la Mounette de Segonzac, la Mounette des Charentes. Elle est plusieurs à la fois et pourtant unique. La Mounette, la seule, est née à Saintes et passe son enfance au Bujolier près de Saint-Césaire. Durant ses années de jeunesse campagnarde, le patois est encore parlé. Elle en possède encore tous les sons dans son oreille. À 27 ans, elle apprend le métier de plombier chauffagiste, un départ dans la vie qui ne manque pas d'originalité. Elle sera cadre dans une grande entreprise, sophrologue plus tard, puis elle passe à l'écrit la première fois dans le Subier en 1995. Elle y raconte la buée, le ventre, la piquette, la cagouille, l'amour des femmes, dans la langue savoureuse d'une France rurale dont les racines vont disparaissant. Elle anime des groupes comme Branle-Migeot et un club où elle enseigne le patois. La Mounette a surtout écrit 3 livres indispensables aujourd'hui pour apprendre ou retrouver le patois. Ces gros ouvrages denses
mais très attractifs, sont édités sous le vocable le délicieux patois de ma grand-mère, le parler saintongeais, les rimes et synonymes, les javasseries et badineries. Elle a écrit « Merci d'aimer et de pratiquer notre patois. Il est de plus en plus nécessaire qu'il continue. Rien de passéiste dans ce rappel à l'importance de nos racines. Et c'est pour cela que l'Académie lui décerne le prix de la communauté d'agglomération de Royan où elle réside aujourd'hui. Merci, c'est un grand honneur pour moi, c'est un grand honneur aussi pour nos ancêtres qui ont eu cette culture, qui ont eu cette force, qui ont eu tout ce courage pour nous amener cette jolie Saintonge où on vit, qui est quand même une des plus belles régions de France, avouez-le, hein, vous êtes bien d'accord avec moi, hein. C'est une des régions les plus ensoleillées aussi, où il y a toute cette douceur de vivre. Donc merci d'avoir reconnu tout ça. Hein, c'est un vrai plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé à faire notamment ce premier ouvrage qui est fait que d'expressions avec la traduction en français de façon que chaque personne puisse retrouver et reparler aisément le patois de Saintonge pour ceux qui le désirent. Et il y a des gens qui le désirent parce qu'il y a eu des cours qui ont été suivis par des mêmes personnes pendant plusieurs années à Royan, où Madame Sirolanou avait fait l'honneur de me faire confiance. Il y a des conversations en patois qui sont également proposées. C'est un honneur aussi pour tous les écrivains patoisans, les conteurs, les personnes qui jouent également dans des pièces de théâtre. Il y a environ une trentaine de conteurs, une trentaine de compagnies théâtrales qui s'intéressent vraiment au patois. Et puis je voulais aussi dire merci. Merci à ma grand-mère, ma bonne grand-mère, au métavi que je la revouais, avec sa petite goule ronde, son bien sourire et ses yeux bertillants, son petit chignon relais sur son cagouet, et avec elle que j'ai appris le patoué. Alors donc, je lui envoie plein de belles choses où elle se trouve. Je vous remercie beaucoup d'avoir honoré notre patois. Mesdames et messieurs, le prix Champlain 2021, qui est financé par le Mémorial de la Nouvelle-France. Le prix Champlain est attribué à Laurent Busseau pour son ouvrage « De l'Iroquoisie à Marseille, galérien iroquois du Roi Soleil passant par Rochefort ». Et c'est Marc Fardet qui vous présente cet ouvrage. Nous sommes en septembre 1687, à la suite d'une guerre franco-iroquoise. Un groupe de 34 à 38 prisonniers iroquois embarque à Québec sur une flûte royale et arrive à Rochefort fin octobre. Ils rejoignent la chaîne à Bordeaux et ils arrivent au bagne de Marseille. Jean de Marteil, qui y est allé lui aussi, raconte que, je cite, « battus, rançonnés et mal nourris par leurs convoyeurs, une bonne partie des forçats n'arrivaient pas au port. Ces barbares archers les traînaient par la chaîne de leur col comme des charognes, leur corps ruisselant du sang des coups. Heureusement, pour sauver la colonie, le roi accepte le retour des survivants iroquois vers la Nouvelle-France et ordonne qu'ils soient habillés, je cite, un peu proprement pour être renvoyés chez eux. Il passe alors du statut de prisonnier de guerre à celui de prisonnier diplomatique.
le jeune garde-marine Joseph Lemoine de Sérigny a pour mission diplomatique de les caresser dans l'intérêt des Français afin d'obtenir une paix durant leur rapatriement en Nouvelle-France. Dans l'esprit du ministre, ceux qui seront parfaitement et solidement convertis auront un traitement à part. Versailles engage donc une politique de conversion des prisonniers iroquois qui ont déjà une teinture de religion, du fait des missions jésuites. Sur la trentaine d'Iroquois partis de Rochefort, une vingtaine de survivants sont identifiés pour faire le voyage de Marseille à Rochefort. La mort à l'hôpital est-elle la plus fréquente? Laurent Busseau a découvert dans les archives du service historique de la défense de Rochefort l'acte de décès de l'un d'eux et qui n'est pas nommé. Cet acte est daté du 31 mai 1689 et il a été inhumé le lendemain dans le cimetière de Rochefort. J'ajoute, quand je pense à cet Iroquois, à ces Iroquois, je ne peux pas m'empêcher de les imaginer dans les rues de Rochefort. C'est quand même extraordinaire qu'ils se soient retrouvés à Rochefort. Mais c'était normal, c'était la chiourme. Alors, c'est cette histoire que relate Laurent Busseau dans sa publication qui a obtenu le prix Champlain, prix qui a été financé par le comité du mémorial de la Nouvelle-France de Brouage. Vous pouvez d'ailleurs vous la procurer, si vous voulez, puisqu'elle est en vente. Alors, né à Poitiers, nous allons voir maintenant Laurent, né à Poitiers, ce citoyen canadien est historien consultant, historien sans S. Important. Donc il y a une erreur. Il y tient. Donc, ce citoyen canadien, je vous disais, est historien consultant sur le label Historiens sans frontières. Il va maintenant nous adresser un message. Malheureusement, je ne peux pas être présent avec vous à Royan ce dimanche 17 octobre 2021. Petit souci pour traverser les frontières et aussi beaucoup d'occupations ici chez moi. Mais je tenais à remercier les représentants et représentantes de l'Académie de Saintonge pour le prix Champlain qu'ils m'attribuent pour le travail de l'Iroquoisie à Marseille, des galériens iroquois du Roi Soleil passant par Rochefort au XVIIe siècle. Travail et fascicule, écriture qui a été faite suite à une conférence en 2019 auprès du service historique de la Marine et du comité rochefortais de documentation historique de la Marine également à Rochefort. Et je remercie par l'occasion M. Marc Fardet et Philippe Boutet-Duriveau, qui sont membres du CRDHM, qui m'ont permis de faire cette publication avec eux et de faire connaître cette histoire très particulière de nations autochtones, notamment iroquoises, qui ont été envoyées en France aux galères, qui sont passées par Rochefort et dont, en 2 ans de temps, ils ont fait l'aller-retour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention en vous souhaitant une très belle journée en ce dimanche d'octobre et j'espère pouvoir un jour revenir en France et pouvoir peut-être dire bonjour aux personnes qui m'ont attribué ce prix et de revoir avec plaisir la France à nous. C'était un message du Canada. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre notre palmarès, je vous propose une évocation de l'un des plus grands peintres de notre région, Gaston Ballande. Gaston Ballande est mort il y a 50 ans et des festivités, des cérémonies ont été organisées à Saujon, sa ville d'origine, pour fêter cet anniversaire. Et puis un membre de l'Académie, Pierre Dumousseau, avec l'aide de Christopher Jones et de Blake Jones, a restauré des images filmées de ce peintre à la fin des années 20. Et ce sont ces images très rares, restaurées, qui nous rendent une personnalité. Bien sûr, on connaît ces tableaux, mais qui vous permettent d'imaginer quel personnage c'était, et il avait l'air bien sympathique en effet. Je vous propose de regarder ce petit ciné Ballande.
Gaston Ballande possédait une caméra, une Pathé Baby, commercialisée en 1926 avec un système à ressort au lieu d'une manivelle, si bien que le caméraman pouvait venir devant l'objectif et figurer dans le film. Parmi ces rares images conservées au phare, Pierre Dumousseau, Christopher Jones et Blake Jones ont choisi de restaurer et de monter ces quelques minutes de ciné Ballande. On y découvre, dans son univers, le peintre alors âgé d'une quarantaine d'années. C'est lui qui pousse la balançoire. Devant l'église, il est parmi les messieurs qui ôtent leur chapeau au passage de la procession.
Voilà, après ce petit voyage dans les années 20 qui a été rendu possible grâce à monsieur et madame Suitre, qui sont les petits neveux de Gaston Ballande et qui avaient conservé ces bobines de films, et aussi qui a été rendu possible grâce au travail de Christopher Jones et Blake Jones, qui sont aussi les chevilles ouvrières, les deux personnes qui font cette séance de l'Académie, puisque c'est eux qui ont réalisé tout le montage que vous voyez sur l'écran et la retransmission qui est en direct en ce moment sur YouTube, ou que vous pourrez revoir dans quelques temps. Et je vais vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. Ils ne sont pas dans l'applaudissement. Je voudrais maintenant passer, si vous le voulez bien, au prix de la ville de Marennes. Le prix de la ville de Marennes 2021 est attribué à Madame Anne Richard, botaniste, spécialiste des plantes des marais, et c'est Christine de Pontchalon qui va vous la présenter. Anne Richard est ingénieure en agriculture de formation et biologiste de passion, botaniste de passion, pardon. Née en Normandie, elle est venue s'installer en famille en Charente-Maritime il y a 25 ans, d'abord à Rochefort, puis à Fouras. Depuis ses jeunes années, elle explore les milieux à tort délaissés du littoral, des dunes et des marais. Sa préférence va sans aucun doute aux marais, où poussent une infinité de plantes que l'homme a cueillies et utilisées depuis la nuit des temps. Plantes comestibles, venant opportunément améliorer une nourriture peu variée dans ces terres très pauvres. Les plus connues, les plus faciles à repérer, sont une trentaine, mais elles sont beaucoup plus nombreuses. Aujourd'hui, la soupe de pousses d'ortie, les asperges sauvages, la salade de plantain retrouvent grâce à Anne Richard le chemin de nos assiettes. J'ai découvert aussi l'existence de l'obione apéritive, inconnue. Elle a publié plusieurs ouvrages aux éditions La Geste et Métive. Le dernier, paru en 2020, s'intitule « Recettes faciles de plantes sauvages ». Son association à Fleurs de Marais, créée à Fouras, propose des stages découvertes sur le terrain, sur les îles d'Oléron, de Ré et sur le continent bien sûr. Et au retour, vous n'avez plus qu'à vous mettre au fourneau. Venez donc. Je vous remercie infiniment de cette présentation et je suis touchée de recevoir ce prix de l'Académie de Saintonge. Quand je suis arrivée là, donc il y a 25 ans à peu près, j'ai découvert une région que je ne connaissais pas. J'ai été frappée, j'ai beaucoup apprécié la lumière qu'il y avait en Charente-Maritime, les paysages, la pierre blanche, les villages, les églises. Mais c'est surtout la botanique qui m'a le plus attirée, bien sûr. Et j'ai découvert une flore que je connaissais à peine, puisque je viens du massif armoricain, en Bretagne et en Normandie, où là on a plutôt un sol acide, granitique. Et donc j'ai découvert des plantes qui poussent en sol calcaire et aussi des plantes méditerranéennes, puisque on a la chance ici d'avoir un climat quasi méditerranéen. Et donc j'ai découvert avec grand bonheur toutes ces variétés de plantes. Et je me rends compte que la Charente-Maritime est vraiment très riche. Et j'ai donc créé en 2004 cette association à Fleurs de Marais qui m'a permis donc d'organiser des stages, des sorties, des conférences. Et j'ai des publics très variés donc, qui participent, aussi bien des professionnels que des vacanciers. Et c'est surtout avec les gens du pays que j'ai plaisir à faire découvrir toutes les richesses botaniques. Et c'est eux qui m'ont un petit peu incité à écrire des ouvrages pour décrire toutes ces plantes rencontrées, en particulier les plantes comestibles. C'est donc le 7e livre que je publie là depuis l'année dernière. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui. C'est une valeur et des connaissances que mon père m'a transmises il y a très longtemps. Et maintenant, je suis heureuse de pouvoir partager cette passion avec le plus grand nombre. Et je veille aussi beaucoup à la protection de cet environnement et de toutes ces merveilles qui nous entourent. Merci encore. Bravo à Anne Richard, prix de la ville de Marennes. Mesdames et messieurs, le prix d'Angibault 2021, le prix d'Angibault est attribué à monsieur Pierre Campeau pour son atelier de sculpture avec des moules du XVIIIe siècle, et c'est Nicole Bertin qui va vous en parler.
elle a beaucoup de cordes à son arc, Nicole, donc elle fait les photos et elle va nous parler maintenant de Pierre Campeau. Alors, l'atelier de... Le micro est là. L'atelier de Pierre Campeau réalise l'édition, la restauration et l'adaptation de sculptures en terre cuite. Fondé par Georges Caronesi à Paris en 1879, l'atelier se trouve actuellement en activité à La Rochelle et vous êtes tous invités à le découvrir puisque les portes sont ouvertes. La collection de formes d'origine en plâtre, mémoire d'atelier, permet de réaliser non pas des copies mais des éditions de sculptures en terre cuite. L'atelier Campeau donne vie à l'argile en imprimant, en modelant et en sculptant la terre. Il fait ainsi revivre un savoir-faire oublié, l'estampage d'objets d'art et un patrimoine artistique lié à l'art des jardins à la française. Il en résulte des œuvres emplies d'histoire et de présence qui se prêtent parfaitement à l'ornement tant des domiciles que des extérieurs. Une importante partie du catalogue de l'atelier Campeau se compose de pièces signées de grands sculpteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, éditées par l'atelier dès sa création il y a plus d'un siècle. Quant à la restauration, c'est à la fois le respect du travail d'origine et le devoir d'avoir un œil neuf sur chaque objet. Vous nous en parlerez tout à l'heure d'ailleurs de la restauration. L'atelier Campeau propose également des stages de sculpture et de moulage où chacun peut réaliser une pièce, découvrir une technique précise ou baigner tout simplement de l'histoire de l'atelier parce que l'atelier, pour l'avoir visité, c'est vraiment un univers. C'est presque magique, on a envie de dire ça. Durant l'été, vous avez été invité par la municipalité de Saint-Palais-sur-Mer au Vieux Clocher. À travers cette exposition, les visiteurs sont partis à la découverte de cet édifice emblématique, transformé en véritable cabinet de curiosité, et découvert l'histoire de l'estampage à travers les siècles, par vous, donc on dit passionnant et passionné. Le clocher de Saint-Pierre-sur-Mer, aujourd'hui fermé au culte, est devenu un centre d'art où se rencontrent patrimoine architectural et art contemporain. Voilà, nous en profitons pour féliciter cette municipalité pour le travail culturel qu'elle effectue. Voilà, Pierre, venez nous parler de votre travail. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je remercie évidemment l'Académie de Saintonge pour l'honneur qu'elle fait à moi, mais surtout à l'atelier. L'atelier, c'est la nécessité de sauvegarde d'un patrimoine vivant. J'insiste sur vivant. Il y a une vingtaine d'années, je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Moi, je travaillais à l'INRA. Je pensais que ça allait me prendre 20 jours. Ça fait plus de 20 ans. En réalité, parmi ces outils, on va retrouver par exemple ceux qui ont été mis en place par Lecomte pour faire Marie-Antoinette. C'est à partir de ces outils-là où on fait la Marie-Antoinette qui se trouve à Versailles aujourd'hui. Et très vite, on s'aperçoit qu'au XVIIIe, ils ne font pas des pièces du XVIe, en fait, ils font des pièces contemporaines de leur époque. Et donc le travail de l'atelier, c'est un travail de sauvegarde, de transmission, et aussi de prendre sa place aujourd'hui dans notre univers contemporain. Et donc, on est loin du moulage, on est vraiment dans toute cette technique de l'estampage que l'on retrouve bien sûr chez nous au XVIIe, XVIIIe, XIXe, mais que l'on retrouve aussi dans l'armée de soldats chinois ou chez les Tanagra. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'en grande partie, on a presque sauvé, je dirais, la partie matérielle de cet outil, quoique il y a un gros travail actuellement pour le faire inscrire au niveau de la DRAC. Mais c'est un patrimoine vivant, c'est-à-dire si on ne sait pas s'en servir, ça ne sert pas à grand-chose, c'est 30 tonnes de plâtre. Et il y a actuellement, véritablement, la volonté de transmission, de faire perdurer par un ouvrage qui, grâce à l'aide d'un écrivain et d'un historien, et un peu de moi-même, existe et court actuellement après un éditeur. Je vous remercie. Bravo, et l'appel est lancé. Mesdames et messieurs, le prix de l'île de Ré est attribué à Pierre Miramant, Éric Depré et Thierry Bouillet pour Paléontologie de l'Aunis sur les traces d'Alcide d'Orbigny.
Et c'est Didier Néraudot qui va, en paléontologue, vous parler de cet ouvrage de paléontologie. Bonjour. Il y a à peu près 200 ans, notre région fut le berceau d'une nouvelle discipline scientifique, la paléontologie, grâce à Alcide d'Orbigny et un peu aussi grâce à son père auparavant. Et depuis 200 ans, la paléontologie charentaise, notamment celle de l'ONIS, a déclenché de nombreuses passions chez les amateurs venus d'horizons très très différents, aussi chez quelques-uns d'entre eux qui viendront professionnels. C'est mon cas, mais la plupart des professionnels ont été amateurs auparavant, et bien des amateurs ont les qualités d'être des professionnels, même s'ils ont d'autres activités qui leur permettent d'avoir une vie professionnelle en parallèle avec la paléontologie. Et la paléontologie charentaise, elle a permis les rencontres de gens venant d'horizons très très différents. C'est le cas de Pierre Miramant, Éric Després et Thierry Bouillet, l'un étant écotoxicologue, l'autre agronome et le troisième géomètre. Et ils ont réuni leur passion pour faire l'ouvrage qui est dédié donc à Alcide d'Orbigny, mais surtout à la paléontologie de l'ONIS, donc pour lequel ils sont primés ici. Alors, Pierre Miramant, lui, il a été professeur de biologie pendant longtemps, doyen de la faculté des sciences de La Rochelle. Il a été aussi président de la Société des sciences naturelles de Charente-Maritime. Et puis, Éric Després, je travaille avec lui depuis plusieurs années déjà. Lui, il est plutôt conservateur des graines des semences au GEVES, une structure adossée à l'INRA. Et le troisième d'entre eux, eh bien, Thierry Bouillet, il a été géomètre. Il est passionné d'histoire et de géographie et principalement de cartographie, surtout celle de l'ONIS. Il a étudié de nombreuses cartes anciennes et tous les trois, donc, il nous propose un guide naturaliste sur les fossiles des Charentes et tout particulièrement de l'ONIS. L'ONIS étant un parc plutôt jurassique, tandis que la Saintonge, sa voisine, est plutôt un jardin crétacé. Nous allons regarder un extrait de film documentaire réalisé avec Pierre Miramant, Éric Després et aussi... Éric et Pierre nous invitent à les suivre sur les pas d'Alcide d'Orbigny, ce grand naturaliste. Partons avec eux à la recherche des témoins de la vie animale et végétale dans notre région il y a des millions d'années. Du littoral à l'intérieur du pays, c'est un parcours riche en découvertes variées qui nous est proposé. Bonjour à tout le monde et merci. Donc, on m'a donné l'honneur de prendre la parole au nom de tous les trois. Donc, ce que je voulais dire, c'est que évidemment, je voudrais remercier l'Académie du Saintonge de ce prix qui est pour nous un véritable encouragement à continuer notre action, qu'on appelle communément de vulgarisation, mais c'est surtout de faire partager notre passion au plus grand nombre. Et on le fait au travers de conférences, de nombreuses conférences que nous donnons un peu partout, de films, vous en avez vu un extrait, donc on en a fait 3 sur la paléontologie de la région, mais aussi d'expositions. On a participé à des expositions sur les poissons fossiles, sur les ammonites, aussi bien à l'aquarium de La Rochelle ou dans d'autres lieux. Et avec ce livre, ce que nous voulions, c'est faire mieux connaître à la fois Alcide d'Orbigny et surtout l'extraordinaire richesse paléontologique de notre région. Donc ici, l'ONIS, mais on a pu aussi parler de la Saintonge. Et moi, je suis toujours désolé quand je vois les nombreux touristes qui parcourent notre littoral, que ce soit sur des sites comme la Pointe-Bûcher ou autres, et qui passent à côté de ces trésors que personne ne leur indique. C'est vraiment désolant. Donc, au travers de ce livre, ce que nous voudrions, c'est qu'ils appellent à connaître ces territoires et à l'apprécier comme nous l'apprécions. Voilà, merci.
allons maintenant passer au prix de la ville de Saintes. Le prix de la ville de Saintes 2021 est attribué à Jean-François Favre, artiste peintre, pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est Alain Michaud qui va nous en parler, avec talent. Bien, je voudrais remercier Madame Cheminade dans la salle, qui représente ici, elle n'est peut-être pas toute seule d'ailleurs, mais qui représente la ville de Saintes. Je voulais vous parler d'un artiste polyvalent, donc Jean-François Favre. Il a déjà été remarqué par notre académie pour ses flamboyantes tentures polychromes qui décorent à Saintes les murs de l'abbaye aux Dames, de la cathédrale et de la mairie. Cet agrégé d'art plastique, qui habite à Saint-Sevé, est un artiste polyvalent, au talent multiforme, qui mélange savamment dans ses recherches de nombreux domaines graphiques, huile et dessin à l'encre, gravure sur bois, aquarelle, gouache et même des matériaux divers comme l'herbe ou le parchemin. Il ouvre ainsi à la lisière de l'art décoratif et de l'abstraction de nouvelles voies à l'art figuratif et ornemental, notamment à travers les thèmes et coloris des arts premiers qui l'ont profondément marqué lors de son séjour de 7 ans à Papeete. Cette influence des arts premiers ainsi que sa religiosité ont également poursuivi Jean-François à Jarnac, Champagne, dans les 4 tapisseries qu'il a composées, le plafond qu'il a peint et le chemin de croix de l'église. Parallèlement, sa palette s'est orientée vers des œuvres plus épurées, tels les fûts au ton fondu et adouci de l'océan, des carrelets et des paysages charentais. Il a également écrit ou illustré des ouvrages, dont une histoire de l'art chez Hachette. On n'en finirait pas d'énumérer les distinctions que cet homme discret a reçues, dont la médaille d'or au Salon des artistes français en 1992. Il a été sélectionné pour représenter la France à l'exposition Justice et Paix à Strasbourg. Il a exposé entre autres à Cayenne, à Papeete, à Nivelles et au Musée national de Pékin. C'est dire le rayonnement de cet artiste qui dépasse largement les limites de notre Saintonge. Je ne voudrais pas prononcer les phrases banales dites souvent pour remercier lors de la remise d'une médaille. Tout artiste a besoin de reconnaissance et c'est le rôle joué à travers la remise de cette médaille. Cette cérémonie renforce ainsi les liens entre lui et le public. Merci d'avoir su renforcer et créer ces liens. L'artiste peintre travaille seul devant son chevalet. La technique de la tapisserie permet de rompre cette solitude en faisant travailler plusieurs personnes ensemble. Se rassembler, non pas pour détruire, mais pour créer, voici une belle devise qui pourrait servir à notre société qui a tant besoin de paix et de calme. Après cette très belle devise, en effet, mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir le prix de la ville de Royan. Le prix de la ville de Royan 2021 est décerné à Camille Geoffroy, femme de théâtre qui travaille justement à Royan, mais aussi à La Rochelle et dans toute notre belle région. Et c'est Bernard Mounier qui va vous la présenter. Camille Geoffroy. Camille Geoffroy. Metteur en scène, actrice et danseuse, elle grandit à Royan. À Poitiers, 2 de droit et sciences politiques, puis
licence et maîtrise d'économie appliquée à la culture. Elle obtient le titre d'ingénieur maître. Ingénieur maître. Oui, moi je vais mettre ingénieureux avec un E, puis j'enlève maître. En action culturelle. Étude à Paris 1 sur le thème projet culturel dans l'espace public et sort en tête de sa promotion. À La Rochelle, elle joue dans plusieurs compagnies de théâtre, suit des cours de danse, obtient les bourses Jeunes Talents Région Poitou-Charentes et Défi Jeunes du ministère de la Jeunesse et des Sports. En 2013, devient directrice de la compagnie professionnelle La Vie est ailleurs, dont elle vous parlera tout à l'heure. La Vie est ailleurs. Implantée à Royan et monte On ne badine pas avec l'amour de Musset. Un théâtre joyeux, intense et sincère, dit-elle. Dans les associations et les établissements scolaires de l'agglomération, il produit des animations théâtrales et des spectacles parfois dignes de grandes scènes. Je me souviens de cette adaptation de La Peste de Camus, jouée avec enthousiasme par les élèves du lycée Cordouan. Depuis un an, après avoir participé au Sentier des Arts, qui poursuit son chemin d'ailleurs à Breuillé en ce moment, elle propose, accompagnée par un comédien, et pour être jouée en tout lieu ou en plein air, les lectures buissonnières, entre extraits de romans, dialogues de films, poésie, chansons. Elle offre, comme elle le dit, une traversée vibrante, vive et espiègle au cœur des âmes saisonnières. C'est à ce titre, mais également pour son parcours exemplaire, que nous sommes heureux aujourd'hui de lui remettre le prix de la ville de Royan. Et je crois que nous allons voir quelques images d'une de ces animations dans une classe. À l'arrivée du mois de décembre, j'ai bien regardé la hauteur de ciel descendre et l'hiver arriver. J'étais presque content de le voir, en l'observant se déployer. J'ai mis une veste, au-dessus de ma veste, pour pas trop cailler. J'ai vu la nuit qui tombait tôt, mais les gens qui marchaient plus vite. J'ai vu la chaleur des bistrots, avec de la buée sur les vitres. Là-dessus, la nature est fidèle. J'ai vu le jour se lever tard. J'ai vu les guirlandes de Noël qui me foutent le cafard. J'ai aimé avoir les mains gelées pour les mettre au fond de mes poches. J'ai adoré marcher dehors quand tu sais que la maison est proche. J'ai souri bêtement en voyant qu'il n'y avait plus de fleurs sur les balcons. J'ai regardé le ciel tout blanc. Il y avait même des flocons. Certains matins, j'ai vu que le givre avait squatté derrière les fenêtres. J'ai vu les gens revenir du ski avec la marque des lunettes. Je commençais juste à m'y habituer, mais les jours ont rallongé. Et j'ai compris que le printemps allait emménager. Neige, neige blanche, tombe sur ma manche et sur mes tout petits nez qui est tout gelé. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête et sur mes tout grands souliers qui sont tout mouillés. Neige, neige blanche, viens que je te mange. Pose-toi tout doucement comme un petit fondant. Monsieur Camille Geoffroy. Merci. Alors merci infiniment d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir voté pour moi. Un parcours d'artiste, c'est toujours semé de beaucoup de doutes et de beaucoup d'embûches. Alors je veux profiter de cette occasion de remercier mes tout proches qui sont en plus ici aujourd'hui dans la salle. Donc merci à mes parents de n'avoir pas voulu que je fasse ce métier et ce qui m'a donné encore plus d'appétit à le faire. Et merci d'être là comme vous l'êtes aujourd'hui. Merci à l'homme qui partage ma vie depuis presque 20 ans et de me soutenir chaque seconde et de m'apporter force et courage. Merci à notre enfant pour la joie infinie.
Merci à l'homme de l'ombre de la compagnie, mon cher Batman, comme je l'appelle, bras droit, qui, de la fiche de paie au site internet, permet que les projets se réalisent. Oreille attentive et coach à ses heures. Merci, cher Batman. Voilà, merci à mes amis précieux et aux artistes inspirants. Et on me demande souvent pourquoi la compagnie s'appelle La vie est ailleurs. Bernard, tu te le demandais d'ailleurs tout à l'heure. Au-delà de ce très beau titre d'un roman de Milan Kundera, c'est parce que c'est pour moi une métaphore de la création artistique. Alors peut-être qu'elle vaut pour la peinture aussi, peut-être qu'elle vaut pour tout. Donc, la vie est ailleurs, mais où? Dans les recoins fertiles de notre imaginaire, dans les paradis perdus de l'enfance, dans les souvenirs passagers ou l'éphémère instant présent, dans l'action, le rêve, le corps, dans la rencontre de l'autre, dans l'émotion, petite ou grande, qui nous construit chaque jour un peu plus, dans tout cela à la fois, certainement. Et dans la création, oui. Dans la création, assurément, acte sensible et fragile, trait d'union et passerelle qui nous permet de relier les mondes et les temps, le corps et l'esprit, le toi et le moi, le je et le nous, le songe et la réalité, le sensoriel et le pragmatique. La vie est ailleurs où l'existence de cette autre vie, foisonnante, lumineuse, onirique, la vie créative. Cette vie qui puise son inspiration dans le réel, le quotidien, le banal, et le transcende en un nouvel horizon. À travers l'acte de création s'ouvrent alors les champs du rêve et de l'infini possible. La vie est ailleurs car elle se déploie, éclate, jaillit de chaque œuvre, de chaque regard sensible posé sur le monde. Se dessinent alors, par le prisme de l'imaginaire, des paysages artistiques extraordinaires, des espaces de création singuliers, libres et pluriels. La vie est ailleurs car l'acte artistique, mystère insondable, nous amène à nous perdre, à nous évader, à mieux nous connaître aussi, et à prendre le temps. Prendre le temps d'écouter ce que nous raconte la rhapsodie des sentiments et les émois du monde. Vive la création artistique. Eh bien, bravo à Camille Geoffroy pour ce très beau texte qui est de Milan Kundera, n'est-ce pas? C'est de vous-même? Ah! Alors bravo, excusez-moi, encore plus fort, encore plus fort. Bravo. Mesdames et messieurs, je vais vous demander, pas une dernière fois d'ailleurs, je vais vous demander d'applaudir un grand, grand bravo à tous nos lauréats d'aujourd'hui. Merci à tous de votre présence. Je vais vous dire à l'an prochain, bien sûr, en espérant que vous serez là. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver cette cérémonie sur Internet, donc sur YouTube, avec l'adresse qui va figurer sur le site de l'Académie. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois Christopher et Blake Jones qui sont aux manettes. Ainsi que dissimulé à leur côté Jean-Michel de la salle Jean Gabin, qui nous organise chaque année quelque chose de formidable. Voilà. Également un grand, grand bravo à Christine de Ponchalon, qui est vraiment l'organisatrice merveilleuse que nous avons à l'Académie de Saint-Onge. Et également, vous l'avez moins vu, à Nicole Bertin, qui fait toutes les photos que vous allez retrouver sur le site de l'Académie. Je vous demande de l'applaudir. Je vous souhaite une très bonne année saint-ongeaise et je vous donne rendez-vous l'an prochain pour les 66e prix de l'Académie de Saint-Onge.